En l'espace de quelques mois, le terme virus a pris une place prédominante dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. La faute à cette petite chose microscopique responsable de la première pandémie depuis 1918. Covid, virus, l'épidémie. Covid, Pour Covid, Le Covid, le virus, De ce fait, la virologie, en tant que domaine de recherche, a reçu une attention particulière ces dernières années. Jamais des découvertes scientifiques aussi conséquentes n'ont été faites et mises en pratique d'une manière aussi rapide et efficace. Passer de la découverte d'un nouveau pathogène à la création d'un vaccin testé en moins d'1 an est sans précédent. Mais on aurait tort de penser que tout s'est fait en un clin d'œil. En réalité, toutes ces découvertes ont été rendues possibles grâce à des décennies de progrès scientifiques dans les domaines de la virologie, de l'immunologie et de la vaccinologie. Récemment, un nouvel acteur a fait sensation, l'intelligence artificielle. On peut donc se demander à quel point nous pouvons limiter la probabilité de futures pandémies grâce à la recherche fondamentale sur les virus, l'aide de la bioinformatique et l'intelligence artificielle. Car comme l'a dit l'épidémiologiste américain Larry Bryant, l'émergence de nouvelles épidémies est inévitable, mais les pandémies sont optionnelles. À l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs 2022, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec Play Azure, l'université d'Aix-Marseille et l'AFMB, laboratoire architecture et fonction des macromolécules biologiques, et notamment deux chercheuses, Gerline Sulzenbacher et Alice Decombe, sur leurs travaux en virologie structurale. Mais avant d'aller plus loin, il me semble important de comprendre qu'est-ce qu'un virus. Les virus sont des micro-organismes infectieux, donc ce sont de petits parasites, petits parce qu'ils sont 1 milliard de fois plus petits que nous, et plus petits même que les bactéries. Et pour donner une comparaison, la différence de taille entre un virus et une bactérie, c'est la même qu'entre une tête d'épingle et nous. Ce sont des parasites parce qu'ils ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'énergie et les molécules nécessaires à la copie de leur matériel génétique et la synthèse de leurs protéines constitutives. Ils sont donc obligés d'infecter nos cellules pour pouvoir se répliquer. Faisons un petit tour dans le très petit pour comprendre où se situent les virus. Les atomes sont la base élémentaire de la matière. Ils s'assemblent entre eux pour former des molécules qui sont considérées comme organiques si elles contiennent au moins un atome de carbone. Parmi ces molécules, les acides aminés forment de longues chaînes qu'on appelle protéines. Pour saisir le contexte, nous sommes là à une échelle nanométrique, 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. La recherche fondamentale en virologie structurale s'intéresse tout particulièrement aux protéines, puisque ce sont elles qui donnent aux virus leur fonction et capacité d'interaction avec les cellules humaines. On peut prendre l'exemple de la protéine Spike du SARS-CoV-2. Grâce à sa structure, on comprend comment elle est reconnue par la cellule humaine et quels sont les domaines d'interaction avec les anticorps. Une protéine aura un enchaînement spécifique d'acide aminé, une longueur spécifique aussi, donc une chaîne plus ou moins longue, et un repliement dans l'espace qui va lui conférer ses propriétés bien particulières. On cherche en fait à comprendre le mécanisme d'infection virale et pour ça, on a besoin de comprendre la fonction des protéines virales. Pouvoir regarder qu'est-ce qu'elles font, comment, est-ce qu'on peut trouver un médicament qui va venir contrer cette activité pour potentiellement explorer des nouvelles pistes, des nouvelles stratégies antivirales. Lorsqu'une protéine est jugée digne d'intérêt, elle doit être isolée par les chercheurs. Pour ce faire, il faut se procurer la notice qui code cette protéine, autrement dit le fragment d'ADN. Ce dernier est ensuite inséré dans une bactérie, une cellule d'insecte ou animal, qui agit comme une petite machine à produire des protéines basées sur l'instruction ADN. Et une fois qu'on a fait fabriquer et répliquer ces cellules avec la protéine à l'intérieur, on va ouvrir les cellules pour pouvoir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a plein de protéines, il y a aussi de l'ADN, de l'ARN, et on va vouloir isoler la protéine d'intérêt. Donc c'est le processus de purification, d'isolement de la protéine. Et donc, pour arriver à isoler cette protéine et seulement cette protéine, en général, on utilise des méthodes de biochimie avec des petites étiquettes moléculaires qu'on aura ajoutées en amont à la séquence ADN pour que la protéine soit un petit peu modifiée, un peu spéciale et qu'en fait, elle puisse s'accrocher dans nos étapes de purification à une matrice avec de l'affinité où on a plusieurs méthodes qui permettent normalement de l'isoler, de la séparer des autres. Deux grandes questions se posent alors. Comment cette protéine fonctionne-t-elle et quelle est sa structure ? On répond à la première question en désignant un test spécifique qui permet de voir l'activité de la protéine et si l'ajout d'un composé tel qu'un potentiel médicament altère cette activité. La deuxième étape est de savoir à quoi ressemble la protéine, ce qui est fondamental puisque la structure définit généralement la fonction. Or, à l'échelle nanométrique, il ne suffit pas de sortir son appareil photo pour obtenir un cliché.
Si les protéines sont assez grandes, il est possible de les voir grâce à la cryomicroscopie électronique. Cela fonctionne comme un microscope, sauf que ce n'est pas un faisceau de lumière blanche, mais un faisceau d'électrons qui permet d'obtenir les images. Grâce à de puissants ordinateurs et des logiciels d'analyse, les images observées sous différents angles sont combinées en une représentation 3D de la protéine. On peut aussi tenter de cristalliser les protéines. Dans certaines conditions, les protéines s'arrangent sous forme de cristaux. C'est la cristallogénèse. Il devient possible d'envoyer des rayons X sur ces cristaux. Les rayons voient leur chemin perturbé par les protéines cristallisées, ce qui donne un motif de diffraction. Les clichés de diffraction sont ensuite traités informatiquement pour obtenir la carte de densité électronique de la protéine, ce qui permet de déduire la position des acides aminés dans l'espace et donc la structure de la protéine. Lorsque la forme tridimensionnelle d'une protéine est découverte, il est possible de simuler ces interactions avec des molécules de médicaments par modélisation informatique afin d'envisager si ces dernières ont une application antivirale ou d'affiner la fonction des protéines nécessaires à la réplication du virus dans le but de l'endiguer. Mais il se peut que l'on ne parvienne pas à produire, purifier ou cristalliser une protéine. L'idéal serait d'avoir un outil qui, à partir d'une séquence en acides aminés, peut proposer un modèle de la structure de la protéine. C'est exactement ce que des algorithmes d'intelligence artificielle permettent de faire avec Rosetta Fold et depuis 2020 AlphaFold 2, qui a secoué la biologie en offrant des prédictions ab initio de repliement de protéines très fiables. La base de données d'AlphaFold offre aujourd'hui un accès libre à plus de 200 millions de structures 3D de protéines. C'est une révolution d'avoir un outil qui permet, juste à partir de la séquence d'acides aminés, de donner une structure tridimensionnelle, de proposer aussi un niveau de confiance dans cette structure pour pouvoir en fait peut-être court-circuiter toute cette étape, ces longues étapes d'optimisation expérimentale et déjà pouvoir travailler sur la protéine. Et ça, donc, c'est une première idée. Il y a une deuxième idée, c'est quand on a des données de cristallographie, on essaye de les déchiffrer pour comprendre en fait où est notre protéine dans tout ça. Et le code qui permet de le déchiffrer, c'est soit une protéine homologue qu'on connaît, dont on a déjà la structure, et on va pouvoir grâce à ça retrouver nous notre protéine. Mais quand on ne dispose pas de protéine homologue, AlphaFold permet de proposer un modèle de la protéine, et c'est ça qui va nous permettre de décrypter les données et de les analyser. Ça permet en fait de débloquer des situations où, expérimentalement, on ne pouvait pas résoudre la structure. Toutefois, les données de biologie structurale acquises expérimentalement restent cruciales, notamment dans le cas d'interactions avec des médicaments et nouvelles mutations, que les algorithmes ne peuvent pas encore prédire. Après ce tour d'horizon de la virologie structurale, revenons à la question posée en introduction. Sommes-nous mieux armés contre les pandémies ? Une chose est sûre, anticiper la prochaine pandémie n'est pas envisageable. Les protéines sont d'une telle complexité qu'il est très difficile de savoir quel type de mutation va émerger. Grâce à la structure, on va comprendre, donc, par exemple, avec cette protéine, quels sont les domaines de reconnaissance à la cellule, quels sont les domaines d'interaction avec les anticorps. Et donc, à la rigueur, c'est ça qu'on va pouvoir déterminer. On va pouvoir se dire, si ce domaine il est reconnu par les anticorps, c'est quand même probable qu'on va trouver des mutations, qu'on retrouve des mutations dedans. Mais savoir quelle mutation, ça c'est compliqué. Et donc, en général, c'est plutôt des études a posteriori. Une fois que le virus va muter, par exemple, dans la population, et à ce moment-là, on étudie, on regarde où sont les mutations, pourquoi, qu'est-ce qu'elles confèrent comme avantage ou même parfois comme désavantage au virus, parce que c'est souvent un peu un compromis entre les deux. D'une façon générale, pour anticiper les épidémies, aujourd'hui, ce qui se passe, et notamment avec les virus émergents, les virus donc zoonotiques, c'est-à-dire qui viennent de l'animal, ce qu'on va faire, c'est surveiller les populations animales. Par exemple, que ce soit l'exemple de la grippe ou prochainement des coronavirus, c'est échantillonner dans les populations animales quels virus sont présents et avec quelle mutation par rapport aux virus qu'on connaît déjà. Certains chercheurs proposent que pour anticiper ces mutations, on puisse soumettre le virus à des pressions de sélection en laboratoire. Il s'agit de reproduire ce qu'il se passe naturellement, mais en accéléré et sous contrôle. Voire faire des expériences de gain de fonction, où l'on force le virus à engendrer des mutations, lui donnant de nouvelles propriétés, comme infecter un nouvel hôte. L'étude de ces mutations permet de comprendre le franchissement de barrières d'espèces. Ces travaux sont effectués dans des laboratoires de type P4 de haute sécurité, étant donné la dangerosité de certains pathogènes manipulés. Des expériences qui soulèvent des questions éthiques. Donc la question qu'on peut se poser, c'est plutôt, sachant qu'on n'a pas finalement encore une vision très précise des bénéfices. Par contre, le risque, on sait ce que c'est créer donc un nouveau virus qui potentiellement infecte l'homme et donc est pathogène. Et ce risque, en fait, c'est est-ce qu'on peut se permettre de le prendre ou pas ? Il y a un débat sain qui doit se passer à propos de ça avec des experts, mais je pense que
tout le monde peut aussi devrait prendre partie à ce débat. Il y a aussi autre chose, c'est donc pourquoi est-ce que certains virologistes même qui ne font pas cette recherche, mais qui pensent que cette recherche est importante, ça s'inscrit dans quelque chose qui est plus vaste, c'est à quel point les réglementations pourraient stériliser la recherche et donc finalement endiguer des avancées, mais jusqu'à où on interdit. Et si on commence à interdire ce genre d'expansion des virus, on ne va plus pouvoir travailler et avoir cette liberté de se poser des questions et d'essayer d'y répondre. Une étude de 2013 suggère qu'il y aurait 320 000 virus qui infectent seulement les mammifères, dont la majeure partie est inconnue. Les épidémies semblent ainsi inévitables. Mais il existe une fenêtre d'intervention plus ou moins grande entre l'émergence d'un nouveau pathogène et une pandémie. La recherche fondamentale en virologie, et notamment l'étude des protéines virales, contribue à enrichir les données expérimentales et structurales des protéines virales afin d'avoir une plus grande compréhension des virus, de réagir plus vite en étudiant les mutations des protéines virales isolées chez les premiers patients et d'envisager des stratégies antivirales, avec des médicaments ou vaccinales. Bien sûr, les pandémies sont multifactorielles et dépendent autant de la science que des mesures sociétales. Mais nous pouvons affirmer que nous n'avons jamais été dans une meilleure position pour faire face aux virus pathogènes. Et il est raisonnable de penser que cette tendance va continuer, grâce notamment aux recherches en virologie structurale couplées à l'immense promesse d'AlphaFold et ses successeurs. Vous pourrez rencontrer Alice Decombe à la Nuit européenne des chercheurs de Marseille le vendredi 30 septembre au Doc des Sud. Une centaine de chercheurs d'ex-Marseille Université y seront pour discuter avec vous autour de jeux, d'objets scientifiques, d'expériences. Pour en savoir plus sur l'événement, tous les liens se trouvent dans la description. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.